Bonjour, aujourd'hui nous sommes en direct pour notre revue hebdomadaire de l'actualité avec Michael Modrikamen, président du Parti populaire. Aujourd'hui nous allons évidemment parler des tragiques faits de l'attentat de Liège. Surtout n'hésitez pas à partager notre vidéo, à la liker, surtout si vous nous regardez après sur YouTube, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la petite cloche pour recevoir nos notifications. Posez-nous vos questions et nous y répondrons là, ici, en direct, avec beaucoup de plaisir. Michael Modrikamen, bonjour. Bonjour Nicolas, je suis heureux de vous retrouver, même si évidemment les événements des derniers jours sont tragiques, mais tellement prévisibles aussi. Donc voilà, l'attentat de Liège, c'était mardi à 10h30, il y a donc 3 morts, l'assaillant lui-même, donc Benjamin Herman, et aussi 2 policières en l'occurrence, donc Soraya Belkacemi, qui était la maman de jumelles de 13 ans, et aussi Lucille Garcia, qui était mère d'un fils de 25 ans et qui était aussi volontaire pour l'ASBL, parent d'enfants victimes de la route. Et nous avons aussi perdu Cyril, qui avait 22 ans, je pense. Il allait devenir instituteur et il était sur le point de remettre son TFE, justement, à la Haute École de la Ville de Liège. Alors, je crois que d'abord un mot et présenter nos condoléances et nos prières. 3 personnes remarquables à des degrés divers, dont d'ailleurs une des policières était la tante d'un des responsables, tante par alliance d'un des responsables du Parti populaire à Liège. Donc, nous sommes directement ou indirectement frappés aussi. Personnes remarquables, ces policières dévouées à la cause publique. Et puis ce jeune homme qui se destinait à un des plus beaux métiers, qui est celui d'instituteur, c'est-à-dire former les nouvelles générations, qui a été frappé au début de sa vie. Et je voudrais dire, non pas parce qu'il s'est trouvé là où il ne fallait pas qu'il se trouve, au mauvais moment, non. Il a été frappé parce que le tueur, le terroriste, le radicalisé, l'islamiste radicalisé, n'aurait jamais dû se trouver là. Il aurait dû être en prison. Et donc, avant d'analyser tous ces faits, je voudrais dire d'abord nos condoléances, je l'ai fait, et aussi notre soutien à toutes les forces de l'ordre, de police, les forces d'intervention, qui sont en première ligne pour assurer notre sécurité, et qui sont tellement décriées par une partie des groupes politiques, notamment à gauche, et si peu soutenues par les autorités et le gouvernement aujourd'hui, dans ces circonstances tragiques. Je vais quand même rappeler qu'il y a encore 15 jours, on s'en prenait à la police pour l'affaire Maoda, et la gauche, l'extrême gauche, et puis le gouvernement était très très prudent par rapport à ça. Or, on sait, parce qu'il y a des rapports, qu'il y a aussi un lien entre l'affaire Maoda, parce que des rapports de police ont circulé, comme quoi dans les milieux islamistes, on disait on va venger notre sœur victime, et on va s'en prendre encore plus à la police. Croyez-moi, tout est lié dans ce pays, dans le déroulement des événements. Du coup, on peut s'attendre alors à vous voir le dimanche 3 juin à 15h, place Poulard, pour la manifestation de soutien aux victimes et aux policiers. Il y a une manifestation, nous allons examiner si nous pouvons y être présents collectivement avec le Parti populaire, effectivement, comme organisation. Il mérite effectivement notre soutien et nous lancerons, le cas échéant, les appels précis pour ce dimanche. La manifestation à la police, nous verrons avec les organisateurs qui appartiennent à la société civile, si nous pouvons nous y associer dans des conditions dignes et acceptables. Alors revenons sur le cas de l'assaillant, Benjamin Herman, parce que c'est quand même, on va dire, un symbole, un concentré de tout ce que vous dénoncez ici tous les jeudis en direct. Donc le monsieur était fiché depuis 2017 par la Sûreté de l'État. En prison, il avait côtoyé des individus radicalisés. C'est quelqu'un qui, depuis plus ou moins l'âge de 16 ans, passe devant la justice pour des affaires de drogue, puis de braquage, puis de coups avec violence et blessures. Oui, c'est le concentré, si vous voulez, cette affaire, de tout ce qui ne va pas dans ce pays. D'abord, le laxisme de la justice. Comme l'a dit le père de la jeune victime, le jeune étudiant qui a mis ses études, vis-à-vis des citoyens, maintenant, on est de plus en plus strict. Le moindre excès de vitesse, le moindre écart fait l'objet d'amendes, voire de poursuites. Et puis on a l'impression que par rapport aux délinquants plus graves, comme celui-là depuis 16 ans, il y a une forme de laxisme généralisé qui a imprégné de plus en plus l'appareil judiciaire. Ouais. L'appareil judiciaire souffre de 2 choses. D'abord, certainement un sous-financement et des organisations, mais aussi l'idéologie
qui s'est emparé. Une idéologie qui met d'abord l'accent sur le coupable, celui qui a commis les faits, sa réhabilitation, etc., les sorties et autres, le fait que la peine doit être pas trop invasive, ou en tout cas avec des aménagements. Et on a complètement oublié d'abord les victimes, où on les a trop souvent négligées, et la protection de la société. Parce que quelqu'un qui a un passé et un pédigré comme ce monsieur, comme l'a dit De Wever à juste titre, on peut se demander pourquoi il était dans la nature. Donc il y a un premier dysfonctionnement, d'autant que ça a été confirmé par la presse encore aujourd'hui. Il y a les rapports alarmistes, Sud Presse fait un très très bon travail sur le fait que les rapports ont dressé les rapports sur la situation de ce monsieur. On a eu des gens de la prison qui nous ont téléphoné, des responsables qui nous ont dit on avait attiré l'attention sur sa radicalisation et le danger, et néanmoins, cette personne se retrouve dehors. C'est ce que dit le président de la NVA, Bart De Wever. Tout le monde se demande maintenant comment il est possible que quelqu'un avec un tel profil puisse encore circuler librement. Donc, un type dangereux, et en plus, on voit qu'il s'est radicalisé avec des caïds, etc., qui, pour nous, font partie donc, des fichiers S ultra dangereux et autres, et qui devraient être expulsés du territoire, qui sont en train de contaminer l'ensemble. Alors justement, on peut revenir sur le profil de ces deux individus qui auraient aidé Benjamin Herman à se radicaliser. Donc le premier, parce que ce sont aussi des cas d'école, le premier c'est Yassine Dibi, donc qui a un très lourd passé multirécidiviste de braqueur, et il a notamment sévi en compagnie de Khalid El Bakraoui, donc on se souvient, c'est celui qui s'est fait exploser à la station Malbec le 22 mars 2016. Et puis alors, l'autre personne qui aurait aussi radicalisé Benjamin Herman, c'est Jawad Ben Attal. Alors là aussi, c'est un cas d'école, complice de Yassine Dibi quand il voulait s'échapper de prison en 2011, toute une affaire. Et aussi encore cousin des frères El Bakraoui, donc de Khalid dont on vient de parler, et aussi d'Ibrahim, celui qui s'est donc fait exploser à Zaventem. Donc on voit que tout est lié et que finalement on n'a rien compris. Je le dis et je le redis. Ce gouvernement, les autorités judiciaires, les autorités politiques n'ont pas pris conscience de la gravité du danger qui pèse sur nous. C'est business as usual, comme si de rien n'était, au prix justement de ces personnes qui tombent sous les balles ou sous les coups de couteau. Il y en a eu d'autres. Et il y en aura encore d'autres, tant qu'on persévère dans cette voie du laxisme. Nous sommes en guerre. Nous sommes face à des gens qui nous ont déclaré une guerre religieuse. Ils s'en prennent à nos valeurs, à ce que nous sommes, à notre identité. Et face à ceux qui nous mènent la guerre, il y a 3 solutions seulement. Soit on les élimine physiquement, seulement en démocratie, on peut le faire dans le cadre... on ne va pas commencer à exécuter les gens. Pas à tour de bras, mais dans le cadre de la loi. Mais dans le cadre de légitime défense, etc. Soit on les élimine, soit on les écarte, ou on ne les laisse pas revenir, les returnees et autres, ou tous ces gens-là devraient avoir purgé leur peine et être expulsés définitivement du pays et de l'Europe avec interdiction de revenir. Donc, soit on les écarte, soit on les enferme, et on les garde enfermés, parce qu'ils représentent un danger fondamental pour les vies innocentes de ce pays. Et je peux vous dire, et je prends l'engagement, ici on nous demande qu'est-ce que vous pouvez faire, je prends l'engagement, nous sommes au pouvoir, dans les 100 premiers jours, nous expulserons massivement tous ceux qui sont étrangers ou binationaux et qui présentent un danger pour la sécurité. Et nous ferons en sorte que tous les gens qui sont radicalisés, qui sont de purs Belges, si je puis dire, qu'on ne peut pas expulser, fassent l'objet de mesures de sûreté, c'est-à-dire qu'ils soient enfermés. Je ne crois absolument pas, tous les rapports le démontrent, la déradicalisation, ça ne marche pas. Ce sont des voyous, ce sont des gens perturbés. On leur propose là une identité forte, le califat, l'islam, l'islamisme, etc. Eh bien, si on croit que c'est avec quelques psychologues qu'on peut les sortir de cette spirale, c'est évidemment impossible. Alors, vous avez parlé aussi des returnees. J'en profite alors pour parler de
cette affaire quand même assez consternante. On se demande quelle mouche a piqué Child Focus, donc l'organisation de protection des enfants, qui s'est joint à une procédure en justice contre l'État belge en référé lancée par 2 femmes belges qui ont épousé des djihadistes et qui sont là maintenant dans un camp de réfugiés dans le nord de la Syrie. Après avoir combattu. Et voilà, et qui entament cette procédure contre l'État belge pour que leurs enfants soient rapatriés en Belgique. Voilà. Donc. Et certainement que les enfants soient d'abord rapatriés et puis qu'elles puissent suivre. C'est ce qu'on soupçonne. Dans le cadre du regroupement familial et autres, puisque les bambins auront besoin de leur maman. Ça fait partie des droits de l'enfant ratifiés par l'ONU, à voir ses parents. Enfin, il faut appliquer tout ça de manière raisonnable. Et on peut se poser effectivement, c'est le monde à l'envers. Voilà des gens qui ont été combattre. Il y a des, il y a des combattants, il y a leurs femmes qui sont très souvent radicalisées et il y a leurs enfants. Alors, on peut estimer qu'un enfant peut-être de quelques mois ou d'un an ou 2 ans n'est peut-être pas touché par... mais ceux qui ont 6, 7, 8 ans et qui ont déjà vu les pires choses, et qui ont déjà mis, comme on voit les images, des armes dans la main, voire faire procéder à des exécutions, ce sont évidemment des bombes en puissance, ces enfants qui reviendraient. Alors, mais quel pays surréaliste où Child Focus, qui est quand même subventionné par l'État, attaque l'État dans une procédure qui est menée par des femmes djihadistes? Je dis, où en est-on? Je dis, c'est une inversion mais totale des valeurs et qui a choqué à juste titre de nombre de Belges en disant mais ce pays marche sur la tête. Et nous disons très clairement, toutes ces organisations qui se complaisent dans ce type d'attitude seront avec nous subventionnées, perdront leur subvention publique. On ne peut pas tolérer évidemment un tel comportement dans un pays. Nous sommes en guerre, nous sommes sous attaque et on voit la multiplication. On a encore vu, ça c'était à Liège, hier encore aux Pays-Bas, quelqu'un avec une hache qui a dû être abattu par la police. Et en Allemagne... Et cette personne crie Allahu Akbar. Alors en Allemagne, on ne sait pas encore si c'est terroriste. C'est différent. On va voir. Mais, il y a une attaque au couteau. En tout cas, une attaque au couteau dans un train et de nouveau la police a dû intervenir pour abattre l'individu en question. Moi, je voudrais aussi rendre hommage aux citoyens quand on voit cette femme notamment qui criait de son balcon qu'elle n'avait rien à foutre d'ISIS et Allahu Akbar de merde, fous-moi le camp. Et qui s'exprime. Ça, c'est la résilience de la population, etc. Vraiment des gens. Et puis le père de la victime, Cyril, qui a très digne, mais qui en même temps dénonçait le laxisme de la justice, comme je le disais. C'est pas lui qui se trouvait au mauvais endroit, c'est Herman qui se trouvait là où il ne devait pas se trouver. Il aurait dû rester derrière. Et cette disproportion entre le laxisme et les amendes que peuvent recevoir les personnes solvables et honnêtes, c'était aussi le propos. Et je voudrais dire ici à ceux qui nous écoutent en direct ou en différé, partagez ces propos. Nous sommes effectivement boycottés par les grands médias jusqu'à présent en justice, mais RTL et la RTBF, qui sont les tenants du politiquement correct. Mais la grande majorité de la population est avec nous, aux 3/4. Tous les sondages le montrent. Et je dis partagez notre message. Vous savez, dans le passé, il y a eu des gens beaucoup plus illustres que moi, qui étaient des gens comme Churchill ou De Gaulle, qui étaient privés d'antenne. On leur disait, même Churchill, le grand Churchill dans les années 30 était privé d'antenne à la BBC, il était boycotté. Le grand De Gaulle, dans les années 46-47, qui avait l'homme du 18 juin, eh bien, il était interdit d'antenne à l'ORTF, on ne pouvait pas l'entendre. Alors, ça, ce sont des illustres prédécesseurs. Je veux dire, et le temps viendra où ces gens auront des comptes, je pense, les médias, mais nous avons maintenant, nous pouvons nous exprimer directement auprès des citoyens en disant ce message de bon sens, ce message qui montre que nous sommes, le Parti populaire, le seul recours des citoyens honnêtes pour remettre de l'ordre dans ce pays. Ce message, il doit être partagé. Il faut qu'un maximum de personnes, des centaines, des millions de personnes l'entendent pour se rallier à ce changement. Ça ne peut plus continuer comme ça. Vous le sentez, je dis aux gens, vous le sentez tous. Ils doivent sentir tous que ce pays est en train de sombrer et qu'il faut changer de cap, Nicolas. Et pour ça, il y a ce boycott, mais ce boycott il est en train de s'effriter. Nous parlons directement aux gens, il faut le faire savoir.
D'ailleurs, puisque nous sommes en live, je vous rappelle que vous pouvez nous poser vos questions en commentaire de cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas, nous essayerons en tout cas, si nous avons assez de temps, d'y répondre. Donc on parlait effectivement du politiquement correct et du boycott dont vous faites l'objet. Maintenant, finalement, vous avez de la chance, vous n'êtes pas en prison, contrairement à Tommy Robinson, c'était ce samedi, qui lui a été emprisonné pour 13 mois. Alors, un scandale, et je voudrais dénoncer dans l'Europe du 21e siècle, les faits en quelques mots. Tommy Robinson, c'est un activiste anglais qui lutte contre l'islamisation de l'Angleterre. Alors, on peut aimer ou pas aimer, mais voilà, c'est quelqu'un qui a des convictions. Il était seulement devant un tribunal en train de filmer et de commenter le verdict d'un tribunal. À la sortie. À la sortie, pas au sein du tribunal, dans des patries des droits de l'homme qu'est l'Angleterre, avec la Bill of Rights, la Magna Carta. Il y a un gang de Pakistanais qui ont violé pendant des années à Rotterdam des centaines, je dis bien des centaines de jeunes filles blanches, et les autorités ont fermé les yeux de peur d'être accusés de racisme. Voilà. Finalement, ces gens sont jugés, il était là pour commenter. Eh bien, il a été mis en prison. Enfin, on l'a arrêté, il est passé devant le tribunal sans vraiment pouvoir se défendre et condamné immédiatement à 13 mois de prison, avec en plus de surcroît, en Angleterre, le pays du free speech, une restriction du tribunal qui interdisait à la presse de parler de cette affaire, du fait que Tommy Robinson avait été mis ça a été levé en prison. Ça a été levé quelques jours après, mais enfin, donc voilà, on peut mettre quelqu'un en prison pour 13 mois, ouais. Alors qu'il a à peine, il est passé, mais dans les heures qui ont suivi, sans réellement pouvoir se défendre, et sans que la presse puisse s'en préoccuper, enfin puisse relater tout cela. Donc c'est évidemment gravissime. Personnellement, je suis très très inquiet de voir ces dérives d'un système, le système du politiquement correct, un certain establishment politico-médiatique qui est aux abois, on le voit dans nombre de pays, on va parler d'Italie, mais on le voit en Angleterre aussi, et qui est prêt à recourir à tous les extrêmes. Mais du coup, alors en parlant d'extrêmes, dans le cas précis de Tommy Robinson, peut-on parler de prisonnier politique ou est-ce une outrance verbale? Écoutez, je crois que quand quelqu'un est condamné simplement parce qu'il vend un tribunal et qu'il fait un commentaire en live Facebook et qu'on le met en prison avec un procès ultra rapide sans qu'il ait vu son avocat et qu'on interdit d'en parler, on peut dire qu'effectivement Tommy Robinson est une forme de prisonnier politique dans l'Angleterre du 21e siècle. Il y a un député de l'AfD qui a été jusqu'à demander l'asile politique. J'en profite quand même pour rappeler justement qu'il y a une pétition que les gens qui nous écoutent ici peuvent signer. Que j'ai signée, mais elle était... Ah ben voilà. Voilà, que j'ai signé, mais l'enjeu que je suis, elle avait déjà plus de 500 000 personnes. Je n'ai pas vu de résultat. Là, on a dépassé effectivement le demi-million. Donc, c'est sur change.org, c'est Free Tommy Robinson. Et si vous êtes solidaire de cette cause, eh ben, n'hésitez pas à signer la pétition. Oui, même si on partage ou pas entièrement ses convictions, en tout cas, le fait qu'il ait été mis dans des conditions comme ça en prison est totalement inacceptable dans l'Angleterre du XXIe siècle. Et donc, puisqu'on est en train de parler de liberté civile, c'est aussi un peu une question de démocratie. Donc là, on va venir au thème de l'Italie qui a beaucoup fait parler ces derniers jours. Donc c'était dimanche 27 mai. Le président de la République, Mattarella, a refusé le gouvernement de Giuseppe Conte, ou plutôt Giuseppe Conte a donné sa démission du poste de président du Conseil, et c'est parce qu'il y avait un différend donc, sur la nomination d'un ministre. En gros, le président ne veut pas de ce gouvernement eurosceptique, pour faire simple. De nouveau ici, un scandale sans nom et un délit de démocratie. Donc en Italie, on a une claire majorité, un gouvernement qui se dégage, qui dans les urnes a plus de 50%, qui a une large majorité au Parlement, qui s'entend, avec un programme populiste, de fermeté envers les migrants, de réforme de l'Union européenne, et effectivement de critique de l'euro. Et on voit un président de la République non élu, si ce n'est par vraiment le pur produit du système, c'est un vieux démocrate chrétien, c'est une espèce de relique de relique du passé, sans aucune légitimité démocratique, qui, parce que ce gouvernement déplaît au milieu financier et déplaît au milieu européen non élu, eh bien, trouve un prétexte pour bloquer ce gouvernement qui voulait mener des réformes. Alors, je voudrais dire non seulement
par rapport aux migrations, il voulait vraiment serrer la vis par rapport aux migrants qui sont en train de submerger l'Italie. Hein. Il y en a encore chaque jour des milliers qui arrivent, hein, il faut le savoir, il faut le dire. On n'en parle plus dans la presse, mais chaque jour, c'est 2000, 3000, 4000 qui débarquent en Italie. Ils sont en train de... Donc des gens qui viennent d'Afrique essentiellement, ne sont pas du tout des réfugiés politiques, des gens qui viennent chercher une vie meilleure, mais bon, qui n'ont aucune des qualifications pour travailler évidemment en Europe. Et donc, un déni de démocratie, on va s'en retourner aux urnes. Et pour aggraver le tout, on a un commissaire allemand, M. Oettinger, qui déclare... C'était ce mardi 29 mai, donc devant la radio publique allemande, il a déclaré « Les marchés vont apprendre aux Italiens à bien voter ». On ne peut être plus clair. Donc voilà, l'Allemagne qui veut imposer, et les marchés qui veulent imposer sa vision au peuple italien, en fait des espèces de serfs ou d'esclaves. Et je vous dis simplement le résultat de l'euro. L'euro, alors pour les pays comme l'Allemagne, même peut-être la Belgique, c'est intéressant. Mais la réalité, c'est que l'euro par rapport à l'Allemagne, à l'économie allemande, est totalement sous-évalué, ce qui donne un avantage compétitif incroyable aux Allemands. Et pour l'Italie, l'euro, il est surévalué. Ça veut dire qu'il faudrait pour l'Italie une monnaie plus faible, qui boosterait ses exportations et qui donc permettrait à la machine économique italienne de se relancer. Donc on comprend que les Italiens, il y a beaucoup d'économistes tout à fait, comment dire, même de gauche, un Stiglitz par exemple, qui explique très bien, prix Nobel de gauche, que je ne partage pas le nombre de ses conceptions, mais qui explique comment l'euro est un carcan pour nombre de pays. Ça ne l'est certainement pas pour l'Allemagne, et même peut-être pour la Belgique, parce que nous bénéficions quelque part des mêmes conditions en grande partie que l'Allemagne. Mais en tout cas, pour des pays comme la Grèce et l'Italie, ça leur maintient clairement la tête sous l'eau. Après tout ça, c'est un peu le débat, on va dire, monétaire, économique. Moi, ce qui me choque le plus dans cette histoire, c'est cette idée que ce débat devrait être confisqué indépendamment des points de vue des uns et des autres. Et puis alors, l'unanimité des éditorialistes belges. Je n'ai pas vu un seul édito en faveur de ce gouvernement, même un peu ou juste un peu nuancé. Non. Et on voit, si vous voulez... quelqu'un comme Béatrice Delvaux, Le Soir, qui est un journal qui est en train de sombrer, mais complètement dans le politiquement correct, de moins en moins de lecteurs d'ailleurs, et de plus en plus de subventions publiques, hein, où on se réjouit des référendums populaires lorsque, par exemple, on libéralise l'avortement en Irlande. Alors là, le peuple... Ah oui, là, le peuple, il est magnifique, ça va dans la cause progressiste. Mais quand le peuple veut reprendre sa souveraineté en Italie, hein, en disant l'euro, on doit en discuter, et les migrants, on ferme les portes. Alors là, le fait qu'un Mattarella, le président italien non élu, vienne bloquer un gouvernement démocratique et que l'Union européenne, avec des gens non élus, des profiteurs, si je puis dire, complètement déconnectés des réalités, puisse faire la leçon aux Italiens, ça, Le Soir, on ne trouve rien à redire, au contraire. Ce journal est en train, je le dis, peuvent m'écouter, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent sur nous. Ce journal est en train de sombrer, il ne mérite même plus le moindre lecteur, tant il est dans le politiquement correct, tant il est dans la déconnexion complète. On est loin du grand soir, hein, au sens du journal populaire, etc. Oui, pas l'autre, ce qu'on non, pas le grand soir marxiste, mais du grand soir, qui était un grand journal qui collait aux aspirations du Belge ordinaire, etc. C'est devenu maintenant une petite casque de bobos enfermés dans leurs croyances, leurs convictions pro-écolo, pro-migration, pro-EU. Et démocrate à temps partiel. Démocrate à géométrie variable. Voilà, à géométrie variable. Alors, je leur dis, vous ne me ferez plus la leçon. Je veux dire, vous ne pesez d'ailleurs de toute façon plus, puisque vous avez perdu toute crédibilité par rapport aux questions politiques. Et alors, il y a aussi la question du Brexit. Alors, c'est toujours pour rester dans ce thème de la démocratie, parce que je suis étonné d'apprendre dans le journal Le Monde, c'était il y a quelques jours, que le Brexit pourrait être reporté à 2023. Il n'y a eu aucun communiqué du gouvernement britannique. C'est juste Theresa May qui a profité de la distraction au mariage du prince Harry et de Meghan Markle pour faire avaler cette couleuvre au gouvernement. Donc là aussi, on dilue de manière progressive. Donc voilà, on sent bien qu'il y a un establishment qui est pour l'ouverture des frontières, pour le globalisme. Hein, et les peuples sont majoritairement, dans tous les pays regardés, contre et veulent reprendre leur destin en main. Et vous avez cet establishment qui, par tous les moyens, essaye de contrecarrer la volonté populaire. Donc on peut dire que nos démocraties européennes
sont en véritable danger quand on voit tout ça. Et en Angleterre, on sait que l'establishment, regardez la Chambre des Lords aussi, est profondément hostile. Les Lords non élus, les Lords qui sont désignés et qui habitent tous Londres, etc. Aujourd'hui, ou à peu près, alors qu'avant ils représentaient toute l'Angleterre, maintenant ils sont vraiment des gens qui sont concentrés sur Londres, et des intellectuels. Et, la métropole. La métropole. On sent la volonté de paralyser justement ces volontés populaires. Ce que vous venez de dire, le Brexit est un exemple de toutes ces manœuvres. Et il y a encore votre ami George Soros d'ailleurs. Et Soros qui est en train de mettre du pognon. Best for Britain, c'est la nouvelle campagne pour annuler. Ce milliardaire qui a gagné sa vie en spéculant contre les monnaies, contre le peuple, qui a commencé sa vie, je veux quand même le dire, lui-même juif hongrois en Hongrie, en allant dépouiller, vider les appartements des Juifs déportés. C'est comme ça qu'il l'explique, et il ne s'en cache pas, et qu'il a décrit comme une très belle période de sa vie. Après qu'il a été complètement, qui a divagué complètement avec les idées d'extrême gauche, il est dans tous les mauvais coups contre la volonté des peuples, en Europe certainement, on l'a vu en Hongrie, etc., en Ukraine également. Avec des causes progressistes chaque fois, et il déverse aujourd'hui ces milliards, et il en a beaucoup de milliards, des milliards de dollars, dans toutes ces causes, ces ASBL, ces subventions, pour miner la démocratie. Ce type est dangereux, il est de plus en plus dénoncé dans certains pays, avec raison. Alors, on a des premières questions. Ouais. Alors, une première question, donc, sur... j'essaye de lire... voilà, le service militaire obligatoire pourrait-il diminuer les faits de délinquance chez les jeunes? Ça, c'est un grand débat. Alors, nous sommes, je l'ai toujours dit, pour à tout le moins une garde nationale faite de volontaires, et on pourrait imaginer que dans cette garde nationale, les jeunes aient l'obligation d'être formés, etc. Et une partie de ces jeunes formés pourrait continuer à former le statut de la garde nationale en réserve de l'armée. Je ne crois pas que dans le cadre de l'armée de métier vers laquelle il soit nécessairement bien de refaire une conscription nationale, mais dans le cadre d'une garde nationale avec quelques mois de formation, où on réapprend la discipline, etc., les valeurs et autres d'un pays, certainement ça pourrait aider à sortir les jeunes à délinquants. En tout cas, ce service devrait être relativement court, 3 mois, 4 mois maximum, mais pas une année comme on a pu le connaître. On a profité pour recadrer les jeunes, remettre de la discipline, remettre du sens civique, les former aussi à l'intervention au profit de la nation, notamment en partie armée, dans le cadre de cette garde nationale. Et alors, une dernière question, et ça tombe bien, il ne nous reste plus que 2 minutes. Ouais. Martine, trouvez-vous normal que la Belgique demande à l'Irak que ce djihadiste verviétois, ça doit être Tariq Rajajaoun, je ne sais plus son nom, ne soit pas pendu? Pour ma part, il n'est plus belge et cela n'est plus notre affaire. Qu'il soit belge ou pas, ce n'est plus notre affaire, effectivement, et c'est incroyable que Reinders puisse vouloir se mêler de ce que les Irakiens veulent faire. Je voudrais simplement rappeler qu'en Irak, l'armée belge a été engagée par le biais de nos avions, et sans doute de nos forces spéciales, en Irak et en Syrie, et que ces gens... ils ont choisi leur camp. Ils ont choisi un camp, même s'ils sont belges, qui est le camp des ennemis de la Belgique que nous combattons. Ça s'appelle le crime de trahison. Et dans un pays qui se respecte, le crime de trahison, lorsqu'on prend les armes contre son pays, eh bien, il est passible de la peine de mort. Et donc, quant à nous, nous ne lèverions pas au gouvernement le moindre petit doigt pour ou plaider la clémence pour ce type. Laissons les Irakiens et les Syriens qui ont subi ce qu'ils ont subi de la part d'ISIS et de Daesh régler, ou les Kurdes régler la question selon le règle et le droit. En tout cas, pour nous, nous ne ferions rien en sa faveur. C'est incompréhensible que Reinders puisse... En plus, ce n'est pas, entre guillemets, ce n'est pas la première fois qu'il nous fait ce coup. C'est un récidiviste, Reinders. Et ça, ils auraient dû apprendre. J'aurais quand même rappelé que c'était Mohamed Attar, Oussama Attar, qui était en prison en Irak dans les années 2000. La gauche, écolo, les socialistes ont fait Zoé Genot, Ikazban,
notre ami quasiment ont fait des pieds et des mains pour faire revenir Mohamed Attar, hein, soi-disant victime dans les jolies raquettes. Et puis on a découvert que Renders était intervenu pour faire revenir, et le terme pour faire revenir Attar. Attar qui est devenu le cerveau des attentats en Belgique. 30 et des morts, plus les centaines de blessés. Et donc, qui est probablement mort en Syrie. Ils n'ont rien retenu, rien compris. Ils ne perçoivent pas que nous sommes en guerre. Ils ne perçoivent pas le tragique de l'histoire. La meilleure chose qu'on puisse parler, c'est que cette génération d'hommes et de femmes politiques, irresponsables, moi je le dis, ce gouvernement, les actes posés par Renders sont des actes irresponsables. Les actes posés par ce gouvernement, le fait de ne pas avoir pris les mesures pour écarter les djihadistes, etc., rend cette génération d'hommes et de femmes politiques irresponsables. Si ce pays veut se sauver, si la Belgique veut se sauver, il faut changer complètement la politique et il faut changer de cap. Nous avons des propositions, ce ne sont pas des mots. J'invite tout le monde à aller lire nos propositions concrètes, les 70 propositions, notre programme. Nous venons avec des choses claires et articulées pour changer. Et bien là, vous répondez à la troisième question qui était quel est votre programme et est-il réellement applicable? Bien, écoutez, alors je dis aux gens, bien entendu, ça va pas être évident. Bien entendu qu'il y aura plein de résistance, de la justice, de certains juges, d'une partie du monde politique qui n'est pas prête à prendre les mesures. Mais en matière politique, rien n'est facile. Mais nous avons en tout cas un parti, nous avons des hommes, commencés par moi-même, qui ont la volonté d'amener ce changement, et nous avons un programme. Allez lire les propositions. Elles sont claires, précises et détaillées. Est-ce que nous parviendrons à tout faire en coup de cuillère à peau? Non, évidemment, parce que nous sommes des gens sérieux et réalistes. Mais nous avons une feuille de route que nous souhaitons voir appliquée et nous sommes convaincus que cette feuille de route, c'est la seule qui peut permettre de sauver et de redresser ce pays. Eh bien, n'hésitez pas en tout cas à liker cette vidéo, à la partager. Si vous nous regardez plus tard sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir nos notifications. Surtout, je vous dis au revoir et peut-être à jeudi prochain ou même peut-être dimanche. Oui, peut-être lors des manifestations aussi, effectivement. En tout cas, jeudi prochain. Et je vous dis simplement qu'on demande de partager, de liker, etc. C'est pas pour notre ego, hein, c'est simplement parce que c'est une manière de rester en contact avec les citoyens qui nous écoutent et à faire en sorte que ce message de fermeté et ce message qui se veut aussi un message d'espoir soit partagé auprès du plus grand nombre. Et bien sûr, ces bonnes paroles, je vous dis donc à jeudi prochain.